Et alors voilà, bonjour à tous. Donc je suis désolée, ma présentation n'est pas tout à fait bon format, mais bon, j'espère que ça ira. Alors pour ma part, je vais vous présenter les premiers résultats d'une étude qui est toujours en cours. Donc on a cherché à évaluer le degré de connectivité hydrobiologique entre la mer et des milieux lagunaires au travers d'un site qu'on appelle les étangs et marais des Salins de Camargue, donc EMSC pour faire plus court. Et donc, dans cette étude, nous allons nous intéresser uniquement au peuplement piscicole. Alors, donc, quelques rappels. Donc, effectivement, d'une lagune à une autre, on ne va pas forcément retrouver les mêmes espèces de poissons, puisque ça va dépendre des conditions, donc des caractéristiques des habitats en termes de substrat, de profondeur, de présence d'herbiers et de conditions physico-chimiques. Ces caractéristiques des habitats sont très souvent influencées par les connexions. Donc les connexions avec la mer à l'aval, donc tout ce qui va conditionner les apports d'eau marine, donc si les conditions sont temporaires, permanentes ou contrôlées. Et si elles existent, les connexions avec des systèmes d'eau douce à l'amont, puisque l'eau douce va aussi beaucoup influencer notamment en termes d'apport sédimentaire et de caractéristiques physico-chimiques. Donc, en général, les lagunes sont quand même des systèmes de transition, donc ils vont connaître de fortes variations environnementales. Et donc finalement, on a seulement une catégorie des espèces qui vont pouvoir y rester pendant l'ensemble de leur cycle de vie, donc les espèces résidentes, puisque elles vont pouvoir trouver, donc elles sont adaptées à résister à de fortes variations de l'environnement, et donc elles vont pouvoir trouver au sein des lagunes l'ensemble des ressources dont elles ont besoin, donc pour subvenir à leur reproduction, à leur alimentation et à se reposer. Mais en lagune, on va aussi retrouver de manière occasionnelle, saisonnière ou à plus ou moins long terme, d'autres espèces qui sont donc soit d'origine d'eau douce, soit d'origine d'eau de mer. Alors, donc là, on a vraiment l'ensemble des catégories d'espèces qu'on peut retrouver. On peut voir je peux bouger ce truc-là? Je sais pas. Donc, ce qu'on peut voir là, c'est les petits points jaunes qu'on a, qui représentent en fait la fonction de nourricerie. Donc, on voit que cette fonction intervient pour de nombreuses espèces. Donc, en effet, les lagunes font partie des systèmes qui jouent un rôle de nourricerie, notamment pour les espèces d'origine marine. Donc voilà, donc les juvéniles vont pouvoir venir grandir dans ces systèmes, avoir un taux de survie de croissance plus important qu'ailleurs, et ainsi ces systèmes contribuent à la pérennité des stocks halieutiques en mer. Donc ça, c'est une notion qui va nous intéresser. Et donc bien sûr, les lagunes peuvent également avoir un rôle important en termes de transit écologique, notamment pour les espèces migratrices amphihalines, donc les espèces anadromes comme la lauze, ou les espèces catadromes comme l'anguille. Donc voilà, maintenant qu'on a ces notions en tête, je vais vous présenter le site de l'étude. Donc on se situe ici au niveau du delta de Camargue. Donc vous reconnaissez en bleu clair les deux bras du Rhône. Et nous, on va s'intéresser surtout à la partie sud ici, donc là où on voit les flèches bleues marines. Donc c'est là où on a les principales connexions à la mer. Donc bien sûr, le delta de Camargue est principalement relié à la mer par l'ouvrage qui se situe au niveau de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, donc le Pertuis de la Fourcade, donc c'est la grosse flèche bleue. Nous, on va s'intéresser à une nouvelle connexion avec la mer qui se fait donc au travers des étangs et marais des Salins de Camargue. Euh, Donc, historiquement, en fait, ce territoire a été exploité pour faire du sel des années 50 aux années 2010. Donc, on avait un système avec des étangs complètement cloisonnés,
et la circulation de l'eau était contrôlée de manière à concentrer les sels. Autour des années 2010, ce territoire a été acquis par le Conservatoire du littoral. Et donc aujourd'hui, c'est un territoire qui est en fait co-géré par 3 structures. Donc le Parc naturel régional de Camargue, la Société nationale de protection pour la nature et la Tour du Valat. Donc le choix de gestion qui a été fait pour ce site, eh bien, c'est de chercher à retrouver un fonctionnement qui soit le plus naturel possible. Donc voilà, donc il y a eu une première série de travaux hydrographiques qui ont été réalisés pour finalement retracer un cheminement que vous avez ici représenté en bleu, donc pour chercher à favoriser de nouveau les échanges hydrobiologiques. Donc pour voir comment évolue ce système, donc il y a eu différents suivis qui ont été mis en place, dont un suivi de la faune piscicole. Et donc c'est l'objet de la présentation maintenant, voilà, donc notre objectif. Donc, comment évaluer le degré de connectivité? Alors, on va s'intéresser tout d'abord aux conditions du milieu, et notamment quelles sont les connexions donc, avec la mer et à l'amont. Donc, sur cette figure ici, vous avez représenté les connexions permanentes à la mer, donc, qui se trouvent donc, dans la partie sud des EMSC. Et on peut voir donc là le petit triangle bleu clair qui est représenté. En fait, ça représente une sonde qui mesure en continu les variations du niveau d'eau. Donc ça, c'est notre série la plus complète, à partir de laquelle on a cherché à caractériser les entrées de mer intermittentes. Donc là, on peut voir qu'à chaque fois que la série temporaire devient rouge, eh bien, on a eu en fait des entrées marines supplémentaires, donc qui sont représentées ici. Et donc voilà, donc en fait, on est dans un système qui est vraiment très peu profond, et donc à chaque fois qu'on a un niveau de la mer qui est très élevé, eh bien, on a des entrées supplémentaires. Donc là, je l'ai illustré avec cette photo où on voit en fait une digue qui est complètement cassée. Et donc là, on est en condition de haut niveau de mer et on voit qu'il y a une connexion qui se fait. Vous pouvez noter que, je vais essayer de tracer, je sais pas, je sais pas bouger la flèche verte là, ça bouge là. Ah voilà, ici. Donc avec la petite flèche verte, là, je vous ai montré une connexion intermittente qui se fait en fait complètement au nord du système. Et donc, lorsqu'il y a cette connexion, eh bien, en fait, ça va nous court-circuiter complètement la circulation via les EMC, donc ce qui va nous compliquer un petit peu la tâche pour interpréter les données derrière. Alors, donc sur ce schéma, cette carte, on retrouve ici en rouge les EMSC avec les connexions à la mer. Et maintenant, on va zoomer sur l'étang qui est ici en jaune, qui est en fait l'étang du Tampan. Donc, où ici sont représentées à nouveau ces connexions intermittentes avec la mer. Et on voit également qu'il y a l'arrivée d'un canal. Donc ici, c'est le canal du Versadou. C'est un canal de drainage donc, qui récupère les eaux d'un bassin d'irrigation qui est relié en amont au Rhône. Et donc, à ce niveau-là, on a une arrivée d'eau douce. Et donc, cette eau douce, bien sûr, va pouvoir influencer le fonctionnement du système. Et on peut voir que cette arrivée d'eau douce se fait juste à l'aval de la connexion qui est tout au nord, qui en fait donc la petite croix en fait ça indique la présence d'un ouvrage, et donc c'est dans cette direction que il peut y avoir des échanges avec l'étang du Vaccarès qui est plus au nord. Alors maintenant on a regardé ce qui se passe au niveau des connexions. Qu'en est-il des conditions au sein des étangs? Alors, pour ce faire, eh bien, on bénéficie d'un large réseau de mesures, donc qui est réalisé de manière continue au niveau des sondes qui sont représentées ici avec des triangles. Donc, on a des informations sur la température, la conductivité et le niveau d'eau.
Et ce réseau est complété par des mesures qui sont réalisées manuellement, donc tous les mois, par les différents cogestionnaires. Voilà, donc ici, j'ai représenté seulement les mesures dont on s'est servi dans le cas de cette étude, mais en fait, il y en a davantage. Donc, seulement deux figures pour comprendre un peu le fonctionnement des anciens salins. Donc, tout d'abord, ici, vous avez le graphique qui représente les variations du niveau d'eau. Donc, plus c'est rouge, plus on se situe à l'amont, plus c'est bleu, plus on est proche de la mer. Ce qu'on va retenir ici, donc en fait, on a voilà, donc chaque mois, de janvier à décembre, donc horizontalement, c'est ça, et les 4 panels représentent les différentes années. On remarque notamment, là, dans l'encadré rouge, que en fait, les mois de juillet, août et septembre, donc la période estivale, c'est là où en fait on va avoir les niveaux les plus faibles. Donc ici, on voit bien qu'on retrouve déjà un fonctionnement dit naturel pour des milieux qui sont sous un climat méditerranéen, puisqu'en effet, donc, pendant l'été, il y a très peu de précipitations, un très fort taux d'évaporation. Donc en fait, c'est assez normal de se retrouver avec des étangs qui sont avec des très faibles niveaux d'eau, voire complètement asséchés. Donc c'est pour ça que le suivi de poissons qu'on a réalisé s'est effectué seulement d'octobre à juin. Maintenant, quelques informations sur la salinité. Donc on voit qu'on reste dans un système qui est très salé, puisque le seuil qui est indiqué en pointillé se situe à 50 grammes par litre, donc ce qui commence à être une limite de survie pour de nombreuses espèces de poissons. On peut voir que on a eu, notamment dans certains étangs, l'étang qui en orange pâle, qui est en fait l'étang du Galabert, on voit qu'on a des conditions d'hypersalinité. Donc non seulement pendant l'été, mais cette période peut s'étendre jusqu'à l'automne. Notamment en 2017. En fait, l'automne 2017 a été marqué par une très forte sécheresse. Voilà, donc ça, c'est des facteurs qui vont beaucoup influencer, a priori, nos peuplements. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau du peuplement piscicole. Donc, on a mis en place un protocole qui vise à essayer de caractériser les échanges et notamment les arrivées depuis la mer. Donc, le long de ce cheminement entre la mer et l'étang du Bacarès, on a placé différentes stations d'échantillonnage. À chacune d'elles, on a utilisé différents types de filets, donc des verveux. Tout d'abord, un verveux de 4 mm de maille qui donc permet de capturer l'ensemble des espèces en présence. Et donc, ces espèces sont totalement traitées, on les trie, on les identifie et des mesures de taille-poids sont réalisées. Et comme les civelles, donc les juvéniles de l'anguille, passent à travers ces mailles, juste derrière, on place un filet de 1,5 mm de maille, donc qui lui cible spécifiquement les civelles. Donc ce suivi est réalisé d'octobre à juin. On l'a réalisé pendant 3 ans depuis 2016. Les filets sont placés pendant 3 jours consécutifs et on effectue des relèves à peu près toutes les 24 heures. Donc il y a juste la mission de juin 2019 qui a dû être annulée puisque le milieu a été artificiellement asséché pour une nouvelle série de travaux hydrographiques. Alors quelques résultats donc, pour caractériser la structure du peuplement. Donc ici vous avez à chacune des stations d'échantillonnage le nombre de taxons qui ont été globalement observés sur les 3 ans de suivi par catégorie, donc en fonction du cycle de vie des taxons. Donc au total, on a observé une 50aine de taxons différents. Et ce qu'on peut observer, donc c'est la station qui est le plus proche de la mer, Bauduc. C'est là où finalement on a observé les espèces marines occasionnelles, en bleu foncé ici. Et on voit à l'opposé au niveau du Versadou que là on a une forte représentation des espèces d'eau douce. Et on voit que ces espèces d'eau douce se retrouvent dans les stations qui sont aux alentours de ce canal de drainage. Donc on va les retrouver au niveau du Gaz du Marteau, la Comtesse, du Tampon et du Galabert.
Sinon, donc, on voit que les espèces marines migratrices en bleu clair, les espèces lagunaires en rose et en rouge languille sont, elles, représentées à l'ensemble des stations. Si on regarde en termes de densité, donc le nombre d'individus qui a été en moyenne pêché à chaque fois, on voit effectivement que les espèces marines migratrices et lagunaires sont bien représentées à peu près partout. L'anguille est également bien représentée, hein, sachant que c'est qu'une seule espèce ici. Et on voit que par contre les espèces marines occasionnelles, en fait, donc on a eu occasionnellement quelques taxons, mais ce sont des présences qui restent rares. Alors donc nous allons nous intéresser plus spécifiquement à 3 espèces pour la suite de la présentation. Donc tout d'abord une espèce résidente qui a une grande valence écologique, donc qui supporte notamment de très grandes salinités, la terrine, qui est semi-sédentaire et qu'on va retrouver dans le système toute l'année. Ensuite, une espèce migratrice amphihaline, donc là on va s'intéresser aux juvéniles de sol qui sont attendus dans le système à partir de février et mars, donc ils viennent au stade juvénile. Et enfin, les civelles, donc les juvéniles de l'anguille, qui sont observés dans le système globalement entre octobre et avril, avec un pic en janvier, février et mars. Alors, est-ce que ces espèces ont été capables de recoloniser l'ensemble des étangs et marais des Saintes-Camargue? Donc ici, vous avez représenté la présence de l'espèce. Donc présent, c'est un carré gris. Lorsque c'est blanc, c'est que l'espèce n'a pas été capturée. Et lorsque c'est barré, c'est qu'il n'y a pas eu de filet posé. Donc on voit que pour la terrine, globalement, l'espèce a été bien présente. Mais on peut observer néanmoins qu'au niveau de la station du Galabert, donc ici, encadré en rouge, on voit que si l'espèce est présente en amont ou en aval, eh bien, très souvent quand même, elle est absente de la station du Galabert, même si les choses semblent s'améliorer la dernière année de suivi. Pour les juvéniles de sol, donc là on s'intéresse à la période où elles sont présentes, normalement, attendues en tout cas, eh bien, on peut voir que à nouveau, même si l'espèce est détectée au niveau des stations tampons Comtesse, donc à l'amont et à l'aval, vaisseau-Bauduc, eh bien, elle n'a jamais été observée au niveau du Galabert ou des stations Galabert 1-2, donc les stations qui sont les plus centrales. Donc là, ça pose question, sachant qu'on a une espèce qui arrive de la mer, donc sans doute que si elle a été observée dans la partie la plus amont, les juvéniles de sol sont passés par un autre cheminement, donc peut-être une connexion intermittente via l'étang du tampon quand il y a un haut niveau de la mer, ou bien par la fourcade. Pour les juvéniles de sol, les civelles, eh bien, on observe encore une fois souvent une absence de décibels au niveau de la station du Galabert. Et en fait, si on regarde les choses en termes de nombre d'individus, eh bien, à la station du Galabert, c'est là où on en a observé le moins. Donc là, ces résultats nous tendent à montrer qu'on a une situation qui n'est pas tout à fait optimale pour le passage des poissons. Donc, pour essayer de faire le lien entre les conditions de l'habitat et le peuplement piscicole, donc on a utilisé 2 approches pour essayer donc de caractériser la connectivité. Donc une première, c'est une approche plutôt théorique. On s'est intéressé à la franchissabilité d'ouvrages. Donc effectivement, le long du cheminement entre la mer et le Vacarès, eh bien, il y a de nombreuses martelières. Donc, vous avez ici quelques exemples en photo. Et donc là, on s'est intéressé à 3 ouvrages clés, qui sont sur le cheminement entre la mer et l'étang du Vacarès. Et surtout, ce sont des ouvrages qui, pour chacun, sont équipés par des sondes, donc ici avec les petits triangles qu'on retrouve. Et donc sur ces sondes en continu, on a des mesures qui sont réalisées donc, sur la conductivité, la température et les niveaux d'eau. Et donc à partir des niveaux d'eau qui sont mesurés de part et d'autre
d'un ouvrage. Donc ici, en haut, c'est une canalisation, une buse, voilà. Eh bien, on peut calculer des débits, des vitesses et le sens du courant et des hauteurs d'eau présentes au sein de l'ouvrage. Donc, on a ces informations d'un côté. De l'autre, on est allé récupérer les informations disponibles dans la littérature pour caractériser les besoins de l'espèce, ou en tout cas les gammes de tolérance à la salinité, la température, la hauteur d'eau minimale pour nager, et à partir des capacités de nage, on a essayé de caractériser quelles sont les conditions les plus favorables en termes de vitesse et de sens du courant. Donc pour la terrine, par exemple, en termes de vitesse de courant et de sens du courant, le sens n'a pas d'importance, et on estime que jusqu'à 1,5 mètres par seconde, elle va pouvoir être capable de franchir un ouvrage, sachant qu'elle peut chercher à exploiter les zones qui sont proches des parois ou près du fond, où là, il y aura des vitesses plus faibles. Donc, on considère que, voilà, donc les mesures, donc ça c'est pour illustrer, donc chaque heure, donc là par exemple midi, 13h, 14h, on a des valeurs pour l'ensemble des paramètres. Si les paramètres sont dans la gamme de tolérance de l'espèce, on considère qu'il y a passage. S'il y a au moins un des paramètres qui est au-delà de la gamme de tolérance, eh bien, on considère qu'il n'y a pas de passage. Et enfin, si on a une donnée limitante, donc comme là c'est le cas, eh bien, on ne peut pas conclure puisqu'il nous manque de la donnée. Donc voilà ce qu'on a obtenu pour la terrine. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut regarder de manière continue les conditions favorables à la circulation d'une espèce de poisson, alors que lorsqu'on pêche, on est limité à la période où on pêche. Donc finalement, on peut rater des choses. Néanmoins, vous pouvez voir sur ce graphique que finalement, on a pas mal de zones grises, donc ce qui fait que bon, ben, c'est pas parfait. On a souvent eu des problèmes de sonde. Voilà. Néanmoins, ce que vous avez donc ici représenté, chaque barre représente le nombre de jours, parce que la terrine est une espèce surtout diurne. Donc c'est pour ça qu'au niveau de l'été, on a des barres qui sont plus grandes que l'hiver. Les jours sont plus courts. Donc là où on voit que c'est vert, c'est que les conditions sont favorables. Donc globalement, on a souvent, lorsqu'on a de la donnée, en tout cas, on a surtout des conditions favorables à la circulation de la terrine. On a quelques zones rouges. Alors, qu'est-ce qui a été limitant? Donc là, on va regarder en pourcentage qu'est-ce qui a été limitant, donc uniquement pour là, on a des données disponibles. Donc, on voit qu'on a eu quelques soucis vis-à-vis de la hauteur d'eau. Alors, en 2018, début 2019, ce qui est en rouge, en fait, correspond à le fait que les ouvrages correspondants était fermé. Donc, bien sûr, si ça fermé, ça ne peut pas circuler. En 2017, au niveau de l'ouvrage qui est central ici, Galabert-Tampan, on a eu un manque d'eau, donc qui est très en lien en fait avec la période de sécheresse connue à cette période-là. Donc, on a vu aussi que par petite période, quand même, la salinité est devenue limitante pour la terrine, notamment au niveau de l'ouvrage qui est le plus au sud. Si on regarde maintenant pour la civelle, donc une civelle, donc là on l'a plutôt caractérisée en termes de migratrice nocturne. Donc là ce sont les nombres d'heures de nuit par mois qui sont représentés de janvier à avril et de octobre à décembre. Et donc là on voit qu'on a beaucoup plus de rouge. Donc, qu'est-ce qui a été limitant? Alors, en termes de hauteur d'eau, on retrouve exactement la même configuration que pour la terrine. Après, elle a été beaucoup plus limitée par les conditions de salinité, mais aussi par les conditions de vitesse et de sens du courant. Donc, là, on a considéré que lorsque que les conditions étaient favorables uniquement lorsque le courant est sortant, et lorsqu'il ne dépasse pas 0,5 mètres par seconde. Alors voilà, donc ça c'est une approche théorique. Peut-être qu'en fin de compte, lorsque le flux est rentrant, les civelles en profitent. On ne sait pas. Mais voilà, là c'est l'image que cela nous donne. Et en termes d'indication, on voit quand même que c'est plus facile d'être une atérine qu'une civelle. Alors,
Donc, la dernière approche, ensuite, c'est de justement essayer d'expliquer les captures qu'on a eues avec la pêche à partir de variables environnementales. Alors, donc en utilisant des approches de modélisation statistique. Alors, malheureusement, c'est une partie qui n'est pas du tout finalisée. Donc là, je vais vous présenter juste un tout premier résultat. Où là, on a testé la présence de civelles, donc en termes de présence-absence, en fonction de différentes variables. D'un côté, vous avez des modèles qui ont été l'AIC des modèles qui ont été obtenus. Donc, chacune des variables est testée individuellement. Et donc, il y a derrière, si on a un écartif, c'est qu'il y a une méthode de rééchantillonnage aléatoire qui est utilisée. Ce qu'on peut retenir, c'est que cette présence de civelles est globalement le plus expliquée par le mois. Donc, en effet, on en a observé beaucoup plus en février et mars qu'au mois d'octobre et avril. Il y a un effet de la station, notamment qui marque la quasi-absence des civelles au niveau de la station du Galabert. Et enfin, on a un effet intéressant ici, puisqu'on note quand même qu'il y a un effet de la vitesse du courant sortant, voilà, qui est significatif. La variable CM, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, je vais la noter comme ça. Hop. La CM, c'est coût de mer, donc c'est quand on a des entrées de la mer. Donc cette variable, elle a un effet presque significatif. Voilà. Donc là, bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à explorer pour voir tester l'influence de ces variables sur la migration des espèces et mieux identifier quels sont les facteurs qui sont les plus limitants. Alors, en guise de conclusion, ce que je peux dire, c'est que les étangs et marais des Saintes-Camargues, c'est un territoire qui est vraiment en cours d'évolution rapide. Donc, il retrouve aujourd'hui un fonctionnement plus naturel avec de fortes variations des niveaux d'eau. Et donc, on va retrouver des échanges hydrobiologiques qui sont fortement marqués par les saisons en fonction des niveaux d'eau et de la salinité, mais également des courants d'eau. Au cours des pêches, on a pu noter de nombreux éléments indicateurs d'un rôle de fonction de nourricerie. Hein. Donc, on a capturé de nombreux juvéniles d'espèces d'origine marine. Donc, par exemple, la sole, la dorade, le loup et bien sûr beaucoup de petits mulets. Mais cette fonction de nourricerie, en fait, elle reste à approfondir, puisqu'on peut on peut conclure qu'au rôle de nourricerie d'un système, lorsque les individus qui viennent y grandir sont capables par la suite de rejoindre la mer. Et donc là, on a une étude, un projet d'étudier les otolithes des juvéniles de sol pour essayer de mieux étudier cette fonction. Donc les anciens salins, c'est également une nouvelle voie de migration, notamment pour l'anguille. On a pu voir donc quelques civelles, mais beaucoup d'anguilles argentées également, qui cherchaient à dévaler le système. Donc là, je ne vous l'ai pas présenté, mais on avait un filet orienté vers l'étang du Vaccarès au niveau du gaz du Marteau, donc tout au nord du système, et vraiment dédié à regarder cet effet-là. Et c'est vrai que pendant l'automne, on a pu observer de nombreuses anguilles argentées qui cherchent à redescendre le système. Donc, cependant, on a pu voir que cette voie de migration peut être encore optimisée, notamment au niveau du Galabert, de l'étang du Galabert, donc la partie centrale. Et il se trouve que cet été, il y a un tout nouvel ouvrage qui a été construit, que vous avez ici en photo. Et donc, voilà, vous pouvez voir qu'il est équipé de petits picots pour la remontée des civelles. Voilà. Donc, tout a été fait pour essayer de favoriser les échanges. Donc, le suivi de poissons actuel est poursuivi cette année. On cible uniquement la remontée des civelles. Et donc, on espère qu'on va pouvoir voir comment évolue encore ce système à l'avenir. Voilà, donc voilà, c'était les premiers résultats. C'est encore à suivre pour voir comment ça va se concrétiser.
Voilà, donc je tiens à remercier ici l'ensemble des participants qui sont venus nous épauler pendant les pêches. Donc on a eu beaucoup de participants qui sont venus à la journée en tant que bénévoles ou volontaires. Et de nombreux services civiques aussi qui sont venus nous aider pendant plusieurs mois. Voilà, et donc, donc merci aux co-gestionnaires et aux financeurs que sont le WWF, la région Sud et l'agence de l'eau. Voilà, je vous remercie. Et donc, on nous avait demandé si jamais vous avez besoin de références sur les poissons en lagune actuellement. Voilà, je vous laisse ces 2 références. Donc, l'une qui commence un peu à dater, mais qui reste très intéressante. Et le tout nouvel ouvrage qui est sorti Merci beaucoup, Delphine. l'année dernière. Donc, qui est une très bonne synthèse de tout Effectivement, ce qui c'était est une très fait en belle lagune présentation. jusqu'à maintenant. Donc, on Voilà, va pouvoir si embrayer vous avez sur des une questions, dernière phase de questions. Euh, je passe. D'abord les questions pour Delphine, et puis si vous avez des questions qui concernent tout le monde, n'hésitez pas à les poser, éventuellement en précisant euh, au début de la question à qui elle s'adresse, si elle est adressée à l'un des intervenants précisément. Merci Katia. Bon, mais il n'y a pas de questions. Si ça arrive. C'est vrai que c'est un milieu très complexe, hein, donc voilà, c'est pas. Ouais. Bonjour. Ah. Alors, le budget, ouais, c'est pas donné. En fait, ce qui va beaucoup coûter, alors en termes de matériel, en gros, les filets qu'on a utilisés, donc on a eu un prêt de filets au début, parce que c'était les verveux qui avaient été utilisés dans le premier projet de développement d'indicateurs poissons dans le cadre de la DCE. Donc là, c'était MRM qui nous avait prêté ces filets, mais ces filets, on a dû les refaire. Et en gros, il faut compter 1 500 € le filet. Les filets à civelle, c'est en gros 750 €. Et puis ils sont assez fragiles, hein, donc voilà, donc ça a un coût. Donc là, effectivement, on avait quand même pas mal de stations, mais donc voilà, donc ça, on va dire que pour moins de 15 000 €, on peut avoir l'ensemble du matériel pour faire ce suivi. Après, bien sûr, ce qui va coûter très cher, c'est la main-d'œuvre. Surtout que nous, on avait envie en fait, d'essayer de limiter le plus possible l'impact des pêches sur les captures. Donc, on a demandé à beaucoup de monde de venir nous aider pour essayer de trier rapidement les espèces et essayer d'en relâcher au maximum vivants. Et voilà, donc ce qui est pas facile pour certaines espèces comme les atérines, pour ceux qui sont venus avec nous. Voilà. Donc en termes de main d'œuvre, voilà, sachant on a hum, 3 techniciens permanents embauchés tout le temps en train de travailler, après des services civils qui sont moins chers. Voilà, en gros, il faut compter entre 60 000 et 80 000 pour une année. Voilà. Alors, concernant les paramètres identifiés dans la bibliographie sur les émissions de TT tous ont-ils pu être mesurés? Alors, il y a des paramètres que ici on ne pouvait pas suivre, par exemple le dioxygène dissous ou la turbidité du milieu. Voilà, ça c'est des choses que on n'avait pas les données, donc ça c'est des choses qui n'ont pas pu être prises en compte. Après, il faut savoir que c'est vrai que dans la littérature, pour des espèces, et notamment par exemple les juvéniles de sol, en fait finalement, c'était pas si évident que ça de trouver des données tout à fait qui collaient tout à fait à l'espèce. Donc on a essayé de trouver les données qui s'approchent au mieux de l'espèce. Voilà, à partir d'expériences qui ont été faites en laboratoire.
ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que des fois, ça pouvait être un peu compliqué de trouver la donnée la plus adaptée. Pour le paramètre sanité pour la civelle, alors là, pareil, donc là, j'ai dû trouver une. Alors, je me rappelle plus, c'était à partir d'un article, donc on a mis entre 0 et 40 grammes par litre. Voilà, je ne sais plus où j'ai trouvé cette donnée-là, voilà, mais je pourrais rechercher. Donc oui, Elsa, on va continuer cette année où on cible uniquement la civelle. Et il est question qu'on continue encore une année supplémentaire, voire 2 ans. Donc après, ça dépendra des financements qu'on aura. Concernant les aloses, on en a dénombré combien? Alors les aloses, on en a eu vers le canal du Versadouille, en fait, dans le chenal de la Comtesse qui est juste à côté. On en a eu, je crois, seulement 2 individus une année, et une année, on a dû en avoir un ou quelque chose comme ça. Enfin, on en a eu quand même très très peu, mais c'était quand même intéressant à noter que, enfin, on s'attendait vraiment pas quand même à cet endroit du système de retrouver des aloses qui vraisemblablement arrivent du Rhône. Donc pour arriver juste là, elles ont fait quand même un sacré périple. Voilà. Alors les pêches sont faites effectivement 3 jours par mois, donc on a choisi la période plutôt de lune noire, voilà, parce qu'en tout cas au dire des pêcheurs, voilà, on pense que c'est la période qui est la plus adaptée pour la remontée des civelles, notamment ou la dévalaison de l'Anguille. Et donc on a fait ça de octobre à juin, sauf la dernière année, tous les mois. La profondeur pour les verveux, nous on est dans un système qui est vraiment très peu profond, donc alors c'est vrai qu'il y a des endroits où ils ont recreusé des chenaux. Là on ne pouvait pas poser des filets, surtout des fois. Voilà, en fait il faut savoir qu'on a des grands étangs et les connexions sont très étroites, ce qui fait qu'au niveau des connexions on a quand même des très très forts courants et donc on a eu quand même pas mal de soucis de filets qui se font arracher ou qui ne tiennent pas. Mais sinon, voilà, on va dire que jusqu'à 1,50 m, ça passe très bien. Il y a un rapport, oui, il y a un rapport qui est en cours, car je dois rendre un rapport à l'agence de l'eau d'ici la fin de l'année. Voilà, alors, bon, il y a eu un stage de Master 2 qui a été réalisé, mais malheureusement, le rapport n'est pas diffusable, donc je ne peux pas le donner. Mais j'espère donc finir d'ici la fin de l'année un rapport complet. Donc là, voilà, c'est presque une thèse. Hein. Pour les hauteurs d'eau supérieures, moi, je dirais vraiment pas plus de 1,50 m 60, parce qu'après, bon, c'est vrai qu'on peut les relever en bateau, les filets. Nous, en fait, on a tout fait à pied, donc ce qui est assez pratique quand il y a des mauvaises conditions, parce que bon, on peut naviguer en voiture n'importe quand. Donc on était à pied. Mais à pied, voilà, il ne faut pas que l'eau passe au-dessus des waders. Donc 1,50 m, c'est déjà bien. Voilà. Donc, mais bon, même pour les verveux, enfin, les verveux d'esseux qu'on a utilisés, ils sont quand même très hauts. Donc 1,50 m, ça passe bien. Je ne sais pas dans quel système vous voudriez pêcher. Ah oui, 2-3 mètres, oui, c'est plus profond. Alors, je dirais qu'il faudrait peut-être faire des tests pour voir comment ça peut fonctionner, aussi de voir les zones qui sont les moins profondes. Alors, c'est vrai que nous, on dépassait vraiment, on n'a quasiment jamais dépassé 2 mètres de profondeur là où on pêche, donc c'est vrai qu'on n'a pas eu ce souci-là. On est plutôt dans de l'ordre de moins d'1 mètre. 2-3 mètres, c'est vrai que ça commence à être profond. Mais c'est vrai que ça doit être. Enfin, c'est quand même possible de mettre des verveux. Hein. Il y a des systèmes qui. Tu sais qu'en estuaire, et c'est possible d'en placer avec
voilà, avec, comme tout à fait, comme Exal dit, avec l'aide de pêcheurs, avec des systèmes d'encre, voilà, c'est possible d'utiliser Verveux. Alors pour faire fabriquer des verveux, oui, j'ai des contacts qui sont basés sur Arles. Donc sur Arles, voilà, je connais d'anciens pêcheurs qui peuvent fabriquer des verveux. Je pourrais vous passer leur contact si vous voulez, volontiers. Peut-être que d'autres personnes ont d'autres contacts également, mais c'est vrai que les gens avec qui on travaille on en est très Je satisfait. pourrais me charger de la mise en relation. Voilà, ben, pas de problème, je vous envoie ça. Il faudra juste que j'ai votre contact. Peut-être Mais que il vous nous pouvez reste m'écrire un une dizaine mail de ou minutes quelque chose si, comme ça. il y a des questions supplémentaires qui s'adressent à tout le monde. Ben, merci beaucoup. Ouais. Je vais t'accompagner aussi. Merci, Lily. Vous n'avez pas votre micro, on n'a pas entendu votre blague. Peut-être que vous pouvez revenir avec vos vidéos. Ravi, tu te sentais un peu seule. Comme ça, je me sentirai moins seule. Non, mais bravo pour ta présentation, hein, vraiment superbe. Ouais, très Elle belle était très, présentation. très belle. Juste, j'en profite pendant que j'y suis. David, normalement, il y a Alain du coup, qui m'avait contacté pour qu'on vous prête des filets DCE. Donc, normalement, c'est en cours. Donc, c'est plus pour info. Bah, merci. Oui, c'est le. Oui, pour ceux qui sont Ouais, loin. ouais. Et on a d'ailleurs donc traversé la Méditerranée, comme vous l'avez vu. C'est quand même une bonne opportunité aussi. Du coup, Ouais, c'est merci vrai à que tout le pour monde la Touzbala aussi, c'est pour votre vraiment très pratique comme participation. outil. Moi, je vais cette voir avec les conférence. intervenants pour, pour déterminer dans quelle mesure on vous fait parvenir les supports de présentation. On n'en a pas encore parlé ensemble, il faut qu'on se mette d'accord d'abord. Et puis, donc, je renverrai ça à tous les participants rapidement. Et la vidéo sera envoyée aussi à un certain nombre de personnes qui n'ont pas pu participer ou des participants qui ne sont pas connectés. Et puis je vous enverrai dans l'après-midi un très rapide questionnaire de satisfaction qui nous permet d'une fois sur l'autre d'un peu améliorer le format. Voilà, donc merci à tous d'avoir été disponibles. Merci beaucoup à Nathalie, Delphine et Damien pour leur investissement parce que je sais qu'il y en a qui ont terminé leur support de présentation assez tard hier soir. Donc merci beaucoup. Voilà. Si vous avez un dernier message à faire passer, n'hésitez pas. Ah, merci à toi. Merci à toi, Maxime. L'initiative est bonne, c'est vrai à reproduire. En tout cas, on retient que ça a l'air de bien fonctionner, ce système. Très pratique. Mm. Ouais. Ah, On peut voilà. avoir la Au moins un bon Bah, point. merci beaucoup, Maxime. Ouais, Et puis, bonne journée à tous. Allez, bonne journée Également. également. À bientôt. Je vois qu'Elsa aussi.